Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter Christopher Franquet, le fondateur d'Entech. Vous en avez certainement déjà entendu parler dans de précédentes interviews, Entech est l'étoile montante de la Bretagne. Le but de l'entreprise, libérer le potentiel des énergies renouvelables à travers des solutions de production et de stockage intégrant une intelligence artificielle. En seulement 6 ans d'existence, la PME quimpéroise est déjà cotée en bourse. Elle a réalisé une croissance de 121% par rapport à 2021, avec un chiffre d'affaires de 20,8 millions d'euros. Avec Christopher Franquet, on revient sur cet énorme succès, mais aussi sur la jeunesse de l'entreprise et les valeurs qu'elle porte. Si vous n'êtes pas familier du secteur de l'énergie, aucun problème, Christopher explique tout dans cet épisode. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christopher. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez Entech. Pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne connaîtraient pas encore Entech, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton entreprise, s'il te plaît ? Alors oui, je suis Christopher Franquet, je suis le PDG, cofondateur de la société Entech, que j'ai cofondée avec Laurent Meyer, mon associé. Entech est une jeune entreprise, on a 6 ans maintenant. On est spécialisé dans la conversion et le stockage des énergies, notamment des énergies renouvelables. On a plusieurs activités. La première, on construit des systèmes de stockage d'énergie, des grosses batteries qui sont connectées au réseau. Une deuxième activité qui est, on déploie des systèmes de centrales photovoltaïques au sol et en toiture. Et la dernière est liée à l'hydrogène vert, où c'est une activité plus jeune, mais qui démarre fortement un peu partout en France. Est-ce que tu peux nous dire comment est venue l'idée d'Entech ? Alors déjà, une volonté forte depuis des années de développer des choses dans les énergies renouvelables. Un côté entrepreneur aussi très fort, très présent en moi, je pense depuis très très jeune. Et tout ça avec une connaissance du marché que j'ai eue. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années au sein du groupe Vinci Énergie où j'ai pu développer différentes activités, notamment l'installation de centrales photovoltaïques, mais aussi une activité un peu plus récente qui est l'intégration de systèmes de stockage. Et tout ça en connaissant bien le marché, j'ai souhaité entreprendre et créer Entech. Et pas tout seul aussi, ça c'était important, avec mon associé Laurent, parce que c'est important d'être plusieurs dans l'aventure et une complémentarité entre lui et moi qu'on fait avancer Entech. Tu as utilisé déjà 2 fois les mots énergie renouvelable. Pourquoi vous êtes spécialisé dans ce domaine-là ? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ? Est-ce que c'est le développement de ce type d'énergie ou est-ce que c'est une vocation particulière ? Il y a plusieurs vocations. Le rôle d'Entech, déjà, c'est de libérer le potentiel des énergies renouvelables. Alors pourquoi des énergies renouvelables ? Parce que pour nous, c'est l'avenir. Et tant qu'à entreprendre dans une activité qui ait du sens. Et les énergies renouvelables ont un sens. Le but de décarboner aussi toute notre industrie et toute notre activité ont vraiment un sens important pour nous et pour ceux qu'on souhaite laisser à nos enfants. Et votre cœur de métier, donc, c'est le stockage d'énergie. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne ? Alors, justement, libérer le potentiel des renouvelables, c'est grâce au stockage. Le stockage permet de soutenir les réseaux électriques, d'avoir toujours la bonne fréquence et la bonne tension sur les réseaux. Et ça, c'est grâce à la batterie, mais aussi à la conversion. Donc, concrètement, nos systèmes de stockage, qui sont des grosses batteries, sont connectés à des réseaux et viennent soutenir ce réseau-là. On a la même chose quand on va être sur des réseaux non connectés, où là, on va recréer un réseau énergétique à partir du renouvelable pour alimenter un village en Afrique, par exemple. Parce que justement, le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont aussi alternatives. Donc du coup, le stockage, ça permet de pouvoir les utiliser à temps plein. Tout à fait. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en effet, la problématique du renouvelable, des énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, c'est qu'elles sont intermittentes. Ces énergies intermittentes viennent créer des perturbations sur les réseaux électriques et donc ces perturbations, on vient les compenser grâce au stockage. Et vous avez 2 types de systèmes de stockage, donc le stockage on-grid et le stockage off-grid. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et la différence entre les deux ? Alors le on-grid, c'est tout ce qui est connecté réseau. C'est sur, par exemple, toute la plaque continentale européenne qui est déjà interconnectée. On en parle peu, mais on a un superbe réseau électrique en Europe. Ça, c'est très important, qui est stable. On a le gestionnaire de réseau et le gestionnaire des transports qui maîtrisent tout ça pour faire en sorte qu'on ait tout le temps de l'électricité. Mais par contre, pour le tenir, il faut des systèmes de conversion, de pilotage et de stockage d'énergie. C'est ce qu'on développe chez nous pour pouvoir soutenir ce réseau-là et notamment pour pouvoir y intégrer plus de renouvelables encore.
Donc ça, c'est tout ce qui est connecté réseau, on-grid. C'est des très grosses batteries qui font du mégawattheure, des dizaines de mégawatts dans certains cas. Et le off-grid, c'est tout ce qui est déconnecté du réseau. On a commencé à en faire sur les îles bretonnes, on en a fait sur quelques petits sites isolés, où à partir d'énergie renouvelable, on vient recréer un réseau électrique. Il faut savoir qu'une centrale photovoltaïque couplée directement à un consommateur, ça ne fonctionne pas. Il faut pouvoir soit la connecter à un réseau électrique ou soit en recréer un. Ça, c'est notre rôle et c'est grâce au stockage et à la conversion qu'on le fait. Dans les années 80-90, il y avait un slogan en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. C'est un peu le cas en Bretagne aussi. Du coup, ton système, tu disais que ça avait été exploité sur des îles bretonnes. À terme, on peut imaginer l'indépendance énergétique de la Bretagne ? Alors, comme je disais tout à l'heure, on a un réseau électrique qui est déjà très bien conçu, très bien connecté, très fiable. Sans déconnecter, ce serait une bêtise, ce ne serait pas logique. Atteindre une indépendance énergétique, ça va être compliqué parce qu'on a peu de sources de production. Il faudrait installer beaucoup de centrales éoliennes offshore, onshore, mais aussi des centrales photovoltaïques. C'est pas impossible, mais il faudra toujours rester connecté. Si on voulait être totalement déconnecté, là, dans ce cas-là, il faudra en effet des gigawattheures de batterie, ce qui serait bien pour Entech, mais pas forcément une bonne solution. Donc on préfère rester pragmatique, restons connectés au réseau européen. Mais par contre, faisons en sorte qu'il soit le plus décarboné possible. Quel est le coût aujourd'hui de l'énergie renouvelable par rapport aux autres sources comme le nucléaire ? Alors c'est une question compliquée parce qu'on met souvent en opposition le renouvelable avec l'énergie nucléaire. Ouais, ça a été beaucoup le cas au niveau politique là, pendant la campagne présidentielle. Il y avait les pro-nucléaires, les anti-nucléaires, et puis il y avait peu d'entente effectivement entre les deux camps. Exactement. La seule entente, c'est surtout le pragmatisme. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont les plus compétitives au monde, c'est prouvé, c'est beaucoup moins cher que le nucléaire, qui est 10 fois moins cher dans certains cas. Si on compare les derniers EPR avec les dernières installations faites au Portugal, centrales photovoltaïques, on a un rapport de 1 à 10. Mais ce n'est pas comparable, parce qu'on compare une énergie pilotable qui est issue des centrales nucléaires avec une énergie totalement décarbonée, mais intermittente. Donc pour nous, ce n'est pas trop comparable. Par contre, on voit bien l'association des deux. Et ça, on en a tout à fait conscience. Il faut les deux. Il faut du nucléaire. On a du nucléaire qui est là, il faut l'utiliser. Moi, je ne suis pas un anti-nucléaire. Je trouve que c'est une énergie décarbonée, on est bien content de l'avoir eu jusqu'à aujourd'hui, donc continuons comme ça. Par contre, il faut investir massivement dans le renouvelable parce qu'aujourd'hui c'est plus compétitif, mais c'est surtout que c'est la solution de demain. Donc investissons fortement dans le renouvelable. Une autre forme d'énergie dont on commence à parler, c'est l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert. Et je crois que vous vous lancez aussi dans le domaine. Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes actuellement ? Alors en effet, l'hydrogène est une activité qui débute. Pour nous, ça représente 3% de l'activité. Donc ça reste très faible, mais ça représentait moins de 1% l'année dernière et 0 il y a encore 2 ans. On en parle beaucoup. Moi, je regarde ça depuis presque 20 ans. Je regarde l'hydrogène comme une solution de stockage d'énergie et même capacité à la stocker pour des très, très grandes durées. Et depuis que je regarde ça, depuis 20 ans, il n'y a pas de réalité économique à tout cela. C'est-à-dire qu'il faut un bon rendement, il faut déployer ça massivement et sans soutien de l'État, de la subvention, il n'y a pas de fiabilité économique à l'hydrogène, notamment à l'hydrogène vert. Par contre, c'est un vecteur d'avenir parce que c'est une capacité de stocker beaucoup d'énergie pendant très longtemps. Et nous, on fait des projets aujourd'hui pour des clients, soit des projets en recherche et développement, ou soit des projets en innovation aussi, pour déployer des systèmes d'hydrogène vert, donc production d'hydrogène à partir d'électrolyseurs. Et pour ça, on vient nous chercher pour notre compétence en conversion d'énergie et en pilotage d'énergie, plus aussi la compétence en intégration, parce qu'on a une usine d'intégration et de production à Quimper. Et comment ça se produit et comment ça se stocke ? Tu parlais d'électrolyseurs. Alors, il y a plusieurs façons, sans rentrer trop dans le détail technique, parce que déjà, je ne maîtrise pas tout. On a des ingénieurs très qualifiés là-dedans. Pour produire de l'hydrogène, il faut de l'électricité. Pas que, il y a d'autres façons. On peut craquer la molécule de différentes façons, mais généralement, aujourd'hui, produire de l'hydrogène vert, c'est à partir d'énergie renouvelable. On produit de l'électricité. L'électricité vient alimenter un électrolyseur et cet électrolyseur va produire justement de l'hydrogène. Après, une fois que l'hydrogène est créé, on peut l'utiliser soit pour la mobilité, soit directement pour l'industrie.
mais on peut aussi la réutiliser pour recréer de l'électricité, au travers notamment de piles à combustible. Donc là, on vient refaire de l'électricité à partir de l'hydrogène. Et l'avantage de l'hydrogène, du coup, c'est quoi? C'est cette transformation perpétuelle, le coût, le stockage facile? Alors, c'est le premier avantage, c'est qu'en effet, si on compare ça à d'autres solutions comme la batterie, c'est l'impact écologique, le bilan carbone global. Une fois que les usines seront, ce qu'on appelle les gigafactories qui vont produire les électrolyseurs seront déployés, on aura un impact écologique très, très faible, donc ça c'est intéressant. Par contre, il y a encore quelques inconvénients. Il y a le rendement global des installations qui ne cesse de s'améliorer, mais sur lequel il faut continuer à investir. Il faut développer et déployer massivement toutes ces usines pour pouvoir avoir un coût bas aussi de l'hydrogène produit. Donc ça, les acteurs de l'hydrogène y travaillent. On travaille avec eux pour essayer de réduire tout cela. Et par chance, sur tous les projets à hydrogène que l'on a, il y a souvent de la batterie parce que c'est la complémentarité des deux. D'un côté, la batterie électrochimique base lithium avec un électrolyseur parce que la batterie va avoir une capacité de stockage de quelques heures, une réactivité très forte. En quelques millisecondes, on charge et on décharge la batterie. Alors que l'hydrogène, on va être plutôt sur de l'ordre de la seconde sur des temps de réaction et une capacité de stockage qui va être là plutôt à la journée, voire même à la semaine, parce que ça va dépendre plutôt du stockeur que l'on a derrière. Sur la partie stockage d'énergie, vous apportez une brique d'intelligence logicielle sous forme d'intelligence artificielle et de prévision météo notamment. À quoi ça sert et comment ça fonctionne? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un beau mot, hein. On en parle beaucoup. J'ai toujours été un peu sceptique quand j'entendais ce mot-là. Nous, on travaille déjà depuis des années. C'est en regardant ce que l'on faisait pour se dire est-ce que on peut appeler ça de l'intelligence artificielle, oui ou non. Et en effet, on fait de la prédiction météo pour anticiper combien d'énergie on va injecter la veille pour le lendemain avec une précision très très forte. Tout ça, c'est important. Et on continue de le développer, et c'est là, en mettant justement les bons mots sur les activités, et en regardant un peu plus ce que l'on fait, on a décidé d'investir fortement autour de l'intelligence artificielle pour pouvoir toujours être en amont, être toujours leader sur ce marché-là, pour être de plus en plus précis sur les prévisions météo qu'on va avoir, les prédictions de production qu'on va donner, mais ça va au-delà, mais c'est aussi quelle durée de vie on va donner à nos systèmes, comment on va solliciter la batterie, pour faire en sorte qu'elle soit toujours à son optimal et gagner quelques pourcentages de rendement. Et ça, c'est très très important pour les installations de nos clients qui ont un but de soutenir le réseau, mais ils ont aussi un but financier. Il faut que les services apportés au réseau soient rentables. Donc ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on intègre dans nos logiciels. Et je crois que vous avez fait le choix d'un bureau d'études interne. Pourquoi avoir fait ce choix plutôt que de sous-traiter cette partie-là ? Est-ce que c'est un cœur vital pour votre activité ? Alors oui, c'est un cœur vital. On a plutôt fait le choix inverse. Le choix du bureau d'études, c'était sûr. J'ai fait un BTS électrotechnique, ensuite une école d'ingénieur en alternance, donc très orienté technique. Donc, quand on s'est lancé dans l'aventure avec Laurent, on était très orienté bureau d'études. Mais on ne voulait pas se contenter d'être que bureau d'études, on voulait être aussi installateur, mais aussi avoir une usine de production et d'intégration. Donc on a fait plutôt le choix d'ajouter ces compétences-là, qui sont pour nous essentielles parce qu'on a un peu une mission quand on entreprend, quand on décide de créer une entreprise, une mission qui est aussi pas que environnementale, mais qui pas que sociale aussi, mais c'est aussi sociétale. Industrialiser et réindustrialiser le pays, pour moi, c'est quelque chose d'important, qui ont en tout cas du sens. Et de se dire qu'on ne fait que du bureau d'études, il n'y avait pas d'intérêt, qu'on fait que de l'installation, il n'y avait pas d'intérêt, autant maîtriser toute la chaîne de valeur, et ça, c'était important pour nous. Je comprends. Et qui sont vos clients ? Est-ce que ce sont plutôt des professionnels, des institutionnels, des particuliers ? Alors, c'est principalement des professionnels, on ne travaille pas pour les particuliers. Par contre, on conseille des installateurs qui le font très très bien et on les accompagne. Nos clients sont principalement des énergéticiens, des producteurs d'énergie indépendants. Ça va du très gros groupe aux plus petits producteurs, mais ça, c'est nos gros clients. Mais on travaille avec des agriculteurs, on fait des installations photovoltaïques pour eux. Donc on travaille aussi pour des collectivités. On met essentiellement que sur du professionnel. Et combien de plateformes vous avez installées depuis le lancement d'Entech ? Alors, je ne relève pas tous les compteurs et on ne compte pas le nombre d'installations que l'on fait.
C'est qu'il y en a un certain nombre. On en a fait, je sais qu'on a relevé plus de 250 projets réalisés depuis la création et ça continue d'avancer. Ce qui est important de regarder, c'est surtout la taille des projets qui continuent de grandir. Donc, Justement, c'est quoi la taille, le budget moyen d'un projet développé par Entech ? Alors, on a publié récemment notre chiffre d'affaires et on a parlé justement de la taille moyenne des projets. Alors, on est sur des projets, je crois, entre 700 000 euros et 1,5 million. Taille moyenne, ça va dépendre des activités. Plus gros projet pèse quelques millions d'euros, mais en effet, on est sur des projets qui sont autour d'1 million d'euros. Et après, en termes de puissance, on a de tout. On a des petites puissances jusqu'à des très grosses installations, très grosses batteries installées un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est des belles réussites aussi. Et il y a une tendance d'évolution du budget de ces projets, ou alors est-ce que ça reste stable ? Ça évolue avec l'entreprise. Il y a 5 ans, on faisait des petits projets. J'aime pas ce mot-là parce qu'on en fait toujours des petits projets, mais il n'y a pas de petits ou de gros projets, il y a toujours des projets très intéressants. Mais ça va de projets à quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Et ça grandit avec l'entreprise. En 2016, quand on a lancé l'activité, pour nous, un gros projet, c'était 10 000 euros déjà. C'était déjà un très gros projet. Aujourd'hui, c'est plus exactement la même chose. Donc, ça grandit avec Entech. Est-ce que tu peux nous dire très concrètement quels sont les atouts de vos solutions pour vos clients ? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour les convaincre ? Alors, on a plusieurs atouts, c'est sûr. L'idée, c'est pas de délivrer tout ce que l'on a comme atout et comment on se différencie de nos concurrents. Ce qui est important de voir, c'est notre positionnement sur la chaîne de valeur. Le fait d'avoir intégré tout ça, d'intégrer déjà une usine de production en France, donc ça c'est un avantage, donc de maîtriser cette intégration chez nous, d'avoir un très gros bureau d'études qui est compétent sur, ça va de l'électronique de puissance, de l'électrotechnique, la mécanique, la thermique, donc on a toutes les compétences chez nous. On a les compétences logicielles dont on a parlé tout à l'heure, qui ont un fort intérêt, mais on a aussi le retour d'expérience qu'on appelle chez nous le track record qui est de plus en plus important. On a de très belles références et ce qui nous différencie aussi de nos concurrents, c'est que tout ce que l'on fait fonctionne et ça fonctionne même très bien. Donc on a ce retour d'expérience où les clients nous font confiance et continuent de nous faire confiance. Des clients, tu le disais, vous en avez pas qu'en France, tu parlais de l'Afrique tout à l'heure, et notamment de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous comptez vous développer sur d'autres continents ? Je crois que tout à l'heure tu parlais de l'Asie, et si oui, dans quel pays ? Alors, on a un positionnement stratégique où en effet on se déploie en France, métropolitaine et dans les dom-toms. On se déploie en Europe parce qu'il y a des besoins très importants en Europe pour tout ce qui est connecté réseau. On a fait beaucoup d'installations en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest grâce à des partenaires locaux. Ça fonctionne bien, par contre le marché est moins présent en Afrique aujourd'hui, notamment dû au contexte géopolitique qui était déjà en amont de la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine a accentué tout ça. Ouais. Donc on fait attention à toutes ces crises-là, et notamment la crise Covid qui nous a impacté aussi. Donc on fait attention à tous ces déploiements-là. Par contre, on a cet engagement quand même de continuer de développer de l'énergie décarbonée là où il y en a le plus besoin, et notamment en Afrique. En Asie aussi, donc là, il y a des appels d'offres qui sortent sur l'Asie. On regarde si on se positionne ou pas. On a déjà une belle référence à Singapour pour le groupe Engie, donc, qui fonctionne même très bien. Donc on continue d'avancer, donc on est plutôt à explorer les pistes soit de partenariat ou soit de projets sur ces continents. L'international, justement, ça représente quel poids dans votre chiffre d'affaires ? C'est autour de 20% à l'international. À terme, ça représentera un chiffre important, c'est sûr, parce qu'il y a des besoins en France, mais il y a aussi beaucoup de besoins, je parlais de l'Europe, mais des autres continents, en Afrique, en Asie, en effet, il y a beaucoup de besoins. Puis on cherche des sources d'énergie en ce moment, donc ça tombe bien. Exactement. Vous travaillez également sur les énergies marines renouvelables. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec les ressources marines ? Alors, il y a un très fort potentiel des énergies marines renouvelables, notamment au travers de l'hydrolien, il y a un gros potentiel d'énergie, avec beaucoup d'avantages. C'est technique parce qu'on parle de volume d'eau qui se déplace et donc on vient récupérer cette énergie-là. Il y a quand même quelques inconvénients qui est autour de la maintenance et du coût de développement et de déploiement de ces installations. Il faut des soutiens pour développer ces solutions. On a fait beaucoup de projets plutôt en stade prototypage chez nous, qui sont liés à l'innovation,
en hydrolien, en houleau moteur. On récupère l'énergie de la houle aussi pour le compte de nos clients. Mais c'est très peu développé. Quand on parle de projet, on parle de quelques... Ça va jusqu'au mégawatt. Si on parle de Sabella, par exemple, qui est une hydrolienne d'1 mégawatt. Mais c'est encore au stade où c'est pas encore développé commercialement. On vient les aider, les accompagner comme on peut, notamment autour de la conversion de l'énergie et son pilotage. D'accord. C'est une énergie à en devenir. Sur le dernier exercice, donc 2021, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 20,8 millions d'euros avec une progression de 121%. C'est quoi le secret et comment est-ce que tu expliques le dépassement des objectifs ? Le dépassement des objectifs, c'est la confiance des clients et les compétences des équipes. Ça, c'est vraiment important. C'est les équipes qui nous ont amenés là. C'est très très dur. 120% de croissance, c'est compliqué à vivre pour tout le monde, pour toute l'équipe. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce que on double, on fait plus que x2 en chiffre d'affaires et les équipes grandissent avec le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est important. Après, c'est le marché et notre positionnement sur le marché qui font qu'on arrive à des taux de croissance aussi forts. Mais 120% de croissance, on ne le fera pas tous les ans, je ne pense pas, parce qu'il y a un moment donné aussi, ce sera plus réaliste et plus réalisable. Donc on reste les pieds sur terre, on a une croissance soutenue, on fait entre 50 et 120% de croissance depuis qu'on est créé, et on sait que c'est toujours compliqué. Et comment on fait pour gérer une forte croissance comme ça ? Parce que vu de l'extérieur, on peut se dire de la croissance, c'est bien, c'est du chiffre d'affaires, c'est du bénéfice, l'entreprise va super bien, du coup c'est forcément facile à gérer, mais il y a plein d'entreprises qui ont comme ça une montée du chiffre d'affaires hyper importante et qui ne savent pas le gérer et qui du coup font la bascule complètement de l'autre côté et qui se retrouvent dans une situation problématique du fait de cette trop forte croissance arrivée trop rapidement. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça ? Alors en effet, la croissance doit être pilotée. Je dirais même l'ambition doit être pilotée. Il s'avère que l'ambition est une des valeurs fortes chez nous. Pourquoi ? Pas parce qu'on est sur un segment très porteur et qui a un sens, j'en parlais tout à l'heure, notamment environnemental. Donc comment on fait pour le gérer ? C'est les équipes qui le font. C'est elles qui pilotent la croissance. Si on fait 120% de croissance, c'est grâce aux équipes. Après, comment on le maîtrise, comment on fait en sorte de ne pas retourner tout cela et faire... on anticipe sur comment ça doit se passer. Donc aujourd'hui, on anticipe, on a déjà les effectifs pour faire le chiffre de l'année suivante. Ça, on est toujours en avance de phase et on continue de recruter pour pouvoir anticiper cette croissance forte. On se trompe, ça arrive. Mais ça, c'est important. Après, il faut sécuriser et on l'a sécurisé notamment en faisant une levée de fonds l'année dernière. Donc ça, c'était important. Donc il faut le maîtriser, il faut le sécuriser. Et vous avez l'ambition d'atteindre 130 millions de chiffre d'affaires d'ici 2025. Est-ce que tu penses que c'est réalisable du coup au vu de vos résultats actuels ? Alors, quand on annonce quelque chose, on aime bien s'y tenir. C'est mon côté peut-être prudent et Laurent est comme moi, je pense, toute l'équipe dirigeante, le comité de direction et aujourd'hui le conseil d'administration, on a cette prudence-là. Quand on annonce 130 millions, c'est qu'on va le faire. Donc c'est une bonne nouvelle. On est confiant, mais il n'y a pas que la course aux chiffres, on fait attention à ça, c'est pourquoi le faire. Donc on reste ancré sur notre mission aussi. On sait qu'on va réussir à faire ces 130 millions d'euros. Maintenant, c'est comment on va le faire, ça dépend de notre stratégie. On va dire c'est un peu nos secrets à nous, mais on a déjà cette ambition très forte. On reviendra te voir en 2025 pour voir si ça a été atteint et comment du coup. Exactement. Donc c'est rendez-vous au 31 mars 2026. Avec plaisir. On va élargir un petit peu le sujet. On va parler de transition énergétique. Comment est-ce que Entech contribue concrètement à la transition énergétique ? Alors, c'est une question très large. Je parlais justement de libérer le potentiel des énergies renouvelables. Et ça, c'est notre mission à nous. C'est parce qu'on déploie des systèmes de production d'énergie, de centrales photovoltaïques, partout, notamment en France aujourd'hui et demain un peu plus loin. Ça, c'est une première réponse. La deuxième, on intègre des solutions de stockage d'énergie très réactives qui permettent d'intégrer plus d'énergie renouvelable sur les réseaux. Donc ça permet d'apporter la solution et faire en sorte que le réseau soit stable et sortir notamment des centrales gaz et des centrales charbon. Donc on décarbone énormément le mix énergétique. Et enfin, on travaille sur les nouvelles solutions, notamment je parlais de l'hydrogène tout à l'heure, ou même
toutes les solutions d'énergie marine renouvelable. Donc ça, c'est des solutions d'avenir. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et comment les solutions Entech peuvent y contribuer ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Une ambition politique forte, mais une prise de conscience aussi de la population, ça ce sera important. Aujourd'hui, on a la chance, quand on branche son téléphone sur la prise, il se charge tout seul, c'est magique, mais en effet, derrière, il faut une volonté forte, même très forte. Donc ça, c'est une volonté politique, mais aussi citoyenne, donc il faut qu'il y ait un engagement global de tout le monde. Chacun peut y arriver. Je disais qu'on ne faisait pas de particulier tout à l'heure, mais le particulier peut installer des panneaux solaires chez lui pour y participer. L'entrepreneur ou le chef d'entreprise peut installer des panneaux solaires sur son toit. Ça, c'est des étapes, mais peut aussi réduire sa consommation. Donc, tout ça, ça ira dans ce sens. Donc c'est pas que politique. Je pense à tout le monde de prendre ça en main. Avis à nos auditeurs. Depuis 2021, le monde connaît une crise énergétique qui a été accentuée, on l'aura tous vu, par la guerre en Ukraine. Comment est-ce que vous vous situez dans ce contexte ? Alors en effet, il y a une crise mondiale, c'est sûr. Il y a une guerre qui a accentué cette crise-là, malheureusement. Mais en effet, qui dit crise dit opportunité. C'est vrai que chez nous, ça ouvre encore plus d'opportunités parce qu'on prend conscience de notre besoin d'indépendance énergétique en Europe. Et ça passera par nos solutions. Donc pour nous, c'est plutôt plus d'opportunités que de risques. Donc malheureusement, ces crises-là créent plus d'opportunités. Mais ça a aussi pas mal d'avantages parce qu'on prend conscience qu'il faut cette indépendance. Et cette indépendance, on l'aura en la décarbonant le mix énergétique. Donc ça, c'est plutôt une prise de conscience assez importante en France, mais je dirais partout en Europe. On entend beaucoup parler de souveraineté. En ce moment, chaque pays veut être souverain, notamment sur l'énergie, qui est une matière stratégique. Est-ce que justement, aller vendre en Asie ou en Afrique, en étant une entreprise française, alors que la France n'a pas forcément très bonne presse en ce moment dans ces régions-là du globe, est-ce que c'est pas une difficulté ? Non, parce qu'on a quand même la reconnaissance d'un savoir-faire en France qui est important. On a quand même, on dévalorise souvent, mais on a quand même de super techniciens, de super ingénieurs, de super ouvriers, donc ça c'est important. Ensuite, nous, on travaille souvent en partenariat. On va pas prendre du travail à d'autres entreprises. Ça, c'est pas notre façon de travailler. On va apporter là où on a de la valeur ajoutée. Et donc, on en a. On sait qu'on a déjà des belles compétences. Donc, on apporte ces compétences dans ces pays en développement ou même ces pays déjà très développés. La Chine, par exemple, est un pays déjà très, très développé en renouvelable, en stockage d'énergie. Mais on a des choses aussi à leur apporter. Donc, continue d'avancer. On a plutôt tendance à ne pas avoir des concurrents partout, mais plutôt des partenaires. Le marché mondial du stockage d'énergie devrait être multiplié par 26 donc entre 2017 et 2030. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes au bon endroit au bon moment ? Oui, je pense. Je pense qu'on est au bon endroit au bon moment, mais on y est. On a commencé il y a 6 ans. Moi, je travaille depuis pas mal d'années. C'est un choix. On savait que ça allait être comme ça quand on a créé Entech. On savait qu'il fallait se positionner de cette façon pour y arriver. Donc, on est au bon endroit au bon moment, mais c'est piloté, donc plutôt confiant. Tu l'as évoqué tout à l'heure, en septembre 2021, Entech a fait son entrée en bourse sur Euronext Growth et a levé plus de 25 millions d'euros. Quel était l'objectif ? Alors, l'objectif déjà, c'était de lever des fonds. Ça, c'était important pour structurer l'entreprise. Ça, c'était clé. On va sur des projets de plus en plus conséquents. Donc, nos clients nous réclament des fonds propres importants. Pour gérer cette croissance, justement, comme on en parlait tout à l'heure. Exactement. Lever des fonds, c'est aussi permettre de soutenir cette croissance, donc investir dans la croissance. Donc ça, c'était important pour nous. Ensuite, pourquoi aller en bourse ? C'était une question compliquée parce que tout le monde nous disait que c'était pas possible. Peu d'entreprises bretonnes qui l'ont fait avant nous. On nous a dit que c'était pas pour nous et que c'est plutôt dédié aux entreprises déjà établies qui pèsent déjà des centaines de millions d'euros, donc plutôt aux grands groupes qu'aux PME et notamment très peu pour les PME bretonnes. Ouais. Mais en étudiant tout ça, on a regardé. Alors moi, j'étais un peu contre au départ parce que je trouvais que ça avait un côté très capitaliste. Et en creusant un petit peu, en fait, non, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir 6600 actionnaires
au sein d'Entech seulement 2 actionnaires qui seraient des actionnaires financiers, en plus de moi et Laurent, donc, qui viennent avec des contraintes. Donc on a regardé, la bourse nous offrait beaucoup plus de liberté que de contraintes. Ça, c'était un élément important. Et aussi derrière, beaucoup plus de visibilité. Une entreprise cotée en bourse est beaucoup plus visible, et beaucoup plus lisible aussi, parce qu'il y a une transparence totale, et donc beaucoup plus crédible aussi. On paraît beaucoup plus crédible face à nos clients, alors que si on avait fait une levée de fonds, ce qu'on appelle en private equity, en privé, on n'aurait pas été aussi transparent, donc certainement moins crédible. Et d'ailleurs, tu as déclaré qu'être coté en bourse avait facilité les recrutements. Dans quelle mesure ? Alors depuis l'introduction en bourse, c'était en octobre dernier, donc en 6-8 mois, on a recruté 25 salariés, ce qui est plutôt important. Et on n'a pas fait de sondage pour savoir si c'était grâce à la bourse ou pas, mais il est sûr que d'avoir levé 25 millions en bourse, ça nous a donné une aura importante en France, une reconnaissance aussi du marché auprès de nos clients. Mais c'est aussi cette transparence qui est importante. Le fait qu'on publie tous nos comptes semestriels, cette rigueur qui est apportée, ça rassure. Parce qu'on peut penser qu'une entreprise qui a que 6 ans d'existence peut être très fragile. Mais non, aujourd'hui, on prouve qu'on est solide, fiable. Et ça permet de lever pas mal de doutes pour les gens qui veulent rejoindre l'aventure. Tu disais que vous aviez recruté 25 personnes. Dans le contexte actuel, c'est un défi. Comment est-ce que vous arrivez à faire venir les gens ? Surtout qu'on est à la pointe de la France, à la pointe du Finistère. On est, en effet, il y a plusieurs aspects. Ceux qui rejoignent Entech viennent pour le défi global dont je parlais tout à l'heure, ça c'est important. Ensuite, par la reconnaissance de notre savoir-faire, de notre positionnement sur le marché. Ensuite, ils viennent aussi pour la région, la Bretagne. On a quand même la chance d'avoir une région exceptionnelle. Donc il y en a aussi certains qui viennent pour la région, donc on le voit plutôt comme un avantage. Alors dans certains cas, ça peut être un inconvénient, ceux qui aiment vivre dans les métropoles. Ça, mais pour nous, aujourd'hui, on voit un développement fort en Bretagne, sur notre siège social basé à Quimper, et on voit aussi un développement à travers d'agences qui seront situées en France, mais aussi à l'étranger. Donc on ira toucher d'autres bassins d'emploi grâce à ces agences-là, pour pouvoir aussi continuer de grandir. Quels sont tes prochains objectifs avec Entech ? Oula, il y en a beaucoup. L'objectif, c'est de continuer d'être au rendez-vous. Le plus gros objectif, c'est les 130 millions d'euros de chiffre qu'on s'est fixé, mais ça, c'est un objectif chiffré. Mon autre objectif, c'est de continuer de faire grandir l'entreprise sur des projets de plus en plus conséquents, sur des projets sympas techniquement, parce qu'on aime ça aussi, et qui ont tous un impact, notamment un impact écologique, mais pas que, un impact social, sociétal, ça c'est un objectif pour moi aussi important. Avant de monter Entech avec ton associé Laurent Meyer, tu as travaillé pendant 10 ans dans le domaine des smart grids chez Vinci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter le pas et de devenir entrepreneur ? Alors j'ai eu la chance de travailler chez Vinci Énergie pendant plus de 10 ans. Ça, c'était une chance pour moi, c'est un très beau groupe. Et notamment au sein de Vinci Énergie, j'ai pu développer des activités, donc ça m'a fait grandir. Donc j'ai pu entreprendre au sein du groupe, donc ça c'était plutôt sympa. Mais j'ai toujours eu en moi cette volonté d'entreprendre. C'est assez important. Je l'ai toujours eu, je pense. Et il y a plus de 8 ans maintenant, je me souviens, c'est la veille de la naissance de ma fille, où j'ai annoncé à ma femme, j'ai vraiment envie de créer mon entreprise. Est-ce que tu es d'accord ? Et elle était d'accord. Et 2 ans après, j'ai créé mon entreprise. Ça a mis 2 ans à maturer, à me poser plein de questions, mais j'étais déjà sûr que j'allais le faire un jour. Donc, c'était pas forcément une finalité, mais ça me paraissait une suite logique. Tu disais que tu avais demandé l'avis de ta femme. Est-ce que tu penses qu'on peut monter une entreprise sans l'assentiment de son conjoint ? Est-ce qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat sans être soutenu dans son choix par son conjoint ? Alors, j'allais répondre à la première question qui était est-ce qu'on peut créer son entreprise sans l'accord, entre guillemets, du conjoint ?
Je vais dire oui, bien sûr, c'est facile. Mais par contre, réussir, je pense que c'est pas possible. Non, il faut un soutien, un pilier. Et en effet, ça c'est important. C'est d'autant plus important que je me suis déjà moi-même forcé à me dire que je m'offrais tous mes week-ends. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais j'essaye au maximum pour pouvoir aussi déconnecter, avoir cet équilibre vie pro, vie perso. Je le demande aux équipes, donc je me le demande à moi-même aussi. Et ça, c'est important. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Cornouaille et plus spécifiquement Quimper pour fonder Entech ? Alors moi, je suis plutôt du Morbihan. J'ai grandi à côté de Lorient, une ville qui s'appelle Riantec. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé sur Concarneau, puis sur Quimper. Et donc, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc dans l'aventure Entech, avec Laurent, on s'est dit, on va commencer sur Quimper. On va commencer à la pépinière de Quimper, qui nous ont accompagnés dès le départ. Donc, c'était la pépinière d'innovation. Après, on a rejoint la pépinière d'entreprise. Quand on n'avait plus assez de place, on a recherché un bâtiment. Et c'est encore Quimper qui nous a accompagnés à trouver un nouveau local. Ensuite, quand on a décidé de créer la e-Factory, c'est notre usine de production et d'intégration, on s'est posé quelques questions, notamment économiques. Où est-ce qu'on va s'installer ? Il y a d'autres villes à côté qui sont beaucoup moins chères, beaucoup plus accessibles pour nous. Non, il y a aussi un retour d'ascenseur. On nous a aidés au départ, donc on s'est dit qu'on va s'installer sur Quimper, on va créer de l'emploi sur Quimper. Et ça marche plutôt bien. Et on continue d'être accompagné par Quimper et on les remercie énormément. On arrive à la fin de l'entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va finir par nos petites questions plein phare. Donc la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Il y en a beaucoup. C'est toujours des questions compliquées. Moi, j'habite à Tréguin. C'est un petit village bord de mer que j'adore et je m'y retrouve parce qu'il y a la mer à côté et une superbe côte. Donc, je dirais Tréguin. Sans être trop chauvin, j'y habite, mais c'est parce que j'adore Tréguin. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Autre question difficile. Oui, c'est très très compliqué d'y répondre. Je pense qu'on est breton, on est déjà tous un peu chauvins, ça c'est naturel. Mais paradoxalement, les Bretons ont le sentiment d'être très très français, donc ça c'est important, et même d'être très européens, donc ça, j'en suis assez fier. Donc être breton, c'est d'être dans une superbe région en France, donc c'est surtout ça. Et pour finir, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne ? Encore une dernière question complexe. C'est les pires, les dernières. Oui, c'est sûr. Il y en a beaucoup d'entreprises à suivre. Il y en a une qui est dans un autre domaine que je maîtrise peu, même pas du tout, et avec qui on a travaillé récemment. C'est une entreprise qui s'appelle Steeple. Il favorise la communication dans les entreprises. Donc nous, on l'a installé, c'est un peu un réseau social d'entreprise, et ça remplace les tableaux papier par du numérique, et ça, on trouve ça très intéressant. Et je la suis parce que j'ai connu son dirigeant, et je trouve qu'ils ont une approche intéressante, qui est nouvelle aussi de l'entreprise. Donc je dirais Steeple. On ira découvrir Steeple alors. Merci beaucoup Christopher d'avoir participé à cet épisode de Plein Phare. Merci. Pour les auditeurs qui auraient encore quelques questions, est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux et est-ce que tu peux rappeler l'adresse du site de Entech ? Alors, entech-se.com pour le site web et bien sûr sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn principalement pour moi. Laurent est peut-être un peu plus Twitter que moi. Mais après, faut pas hésiter. S'il y a d'autres questions, on y répond, nous, mais aussi l'équipe. Un grand merci à Christopher. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à Christopher de nous avoir partagé sa vision et les coulisses d'Entech. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Christopher Franquet, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!